Fousseni sort de la poche intérieure de son boubou un petit sac en coton tissé qu'il dépose au sol, sous un abri de fortune, une sorte de hutte branlante. Il s'occupe ensuite à rassembler son troupeau et à ramasser du bois sec pour allumer un feu pour la nuit. J'ai les pieds endoloris et le ventre creux. Je m'efforce pourtant de l'aider. Les bêtes se regroupent docilement sur un côté, où leurs fientes asséchées et déteintes jonchent le sol. Ce sont des traces de leur séjour passé. Il s'en dégage une odeur de moisissure et d'herbes pourries. Fousseni prélève un peu de la fiente sèche pour alimenter son feu. Il s'en dégage aussitôt une odeur de lait de vache. Les veaux se dépêchent de prendre leur dernier repas de la journée avant que les vaches laitières se couchent pour la nuit. Les voir tirer les mamelles de leur nourricière ravive ma faim comme par un effet de contagion. Mon billet de 5000 francs ne m'est pas utile, en cet endroit où je ne peux rien m'acheter à manger. Je n'ai qu'à me contenter de mon gari. Avant même que je propose à Fousseni que nous le partagions, il me demande si j'ai jamais fait une chasse au lièvre. Je lui réponds que non. Je me nourris principalement de lait le matin et de petits gibiers grillés au dîner, quand je suis loin de mon village. J'aime particulièrement la viande de lièvre. Elle m'apporte assez de calories pour mes longues marches à travers la région. Vas-tu pouvoir en trouver à chasser, ici? Il n'y a que de l'eau, de grands arbres et pas de champs alentours. Je m'inquiète de devoir marcher encore pour aller apprendre à chasser le lièvre avec Fousseni. Sa réponse me rassure. Nous n'avons qu'à attendre ici. Tu verras bientôt des lièvres venir s'abreuver dans l'étang. Fousseni sort de son sac un lance-pierre et collecte des cailloux de divers calibres. Il va se coucher au milieu des bœufs. Je fais comme lui. Nous restons à l'affût, immobiles dans les herbes. Un lièvre ne tarde pas à apparaître. Les oreilles dressées, il avance prudemment, par petits bonds. Un deuxième, puis un troisième lièvre le rejoignent. Ils sont bientôt une dizaine. Ils s'arrêtent pour brouter un peu d'herbe, loin de la portée d'un lance-pierre. Fousseni attend qu'il passe plus près de nous pour aller boire à l'étang. En des gestes rapides et précis, il arme son lance-pierre d'un caillou, tire sur les bandes élastiques et les lâche aussitôt. Un lièvre est atteint à la tête et roule dans l'herbe. Il tente de se relever en vain. Fousseni court aussitôt attraper l'animal étourdi avant que celui-ci retrouve ses sens et détale à la suite de ses compagnons. Le lièvre, une fois achevé, nous le débarrassons de ses poils et de ses boyaux. Nous le découpons ensuite en de petits morceaux que nous embrochons après y avoir ajouté quelques pincées de sel. Un peu plus tard, une bonne odeur de viande grillée se mêle à l'air ambiant. Nous dînons de brochettes de lièvre, saupoudrées d'un mélange de piment et de farine d'arachide grillée. Après ce repas maigre mais appétissant, Fousseni veut que je me couche seul sous la hutte. Il préfère dormir plus près de son troupeau, sur une vieille claie posée près du feu. Je le prie de me laisser le rejoindre. C'est ma première nuit à la Belle Étoile. Je ne parviendrai pas à dormir là dehors si j'étais seul. La présence de Fousseni dissipe en moi toute crainte d'un quelconque danger. Avant de m'endormir, je pose à Fousseni quelques questions de curiosité sur la vie à Akpaka. Je veux surtout savoir ce que ce village et ses habitants ont de spécifique. J'apprends alors de mon hôte que les Ifé et les Isha sont les premiers occupants et les deux ethnies majoritaires de son village. Des communautés Peulch, Idacha et Fon s'y sont progressivement installées bien plus tard. Les cultes endogènes sont pratiqués par la quasi-totalité des habitants d'Akpaka. Ogu est la principale divinité qui protège le village, et particulièrement les chasseurs qui y sont les garants des traditions et de l'ordre social établi. Tous les autochtones pratiquent la chasse à Akpaka, mais ils ne subissent pas tous l'initiation par laquelle l'aspirant intègre la confrérie des chasseurs. Fousseni m'explique comment cette confrérie est puissante au point d'interférer parfois dans certaines prérogatives de l'État, comme la sécurité et la justice. Ils arrêtent des criminels et exécutent parfois d'anciens bagnards qui sèment la terreur dans les villages, sans en référer aux forces de sécurité publique. Le Conseil des chasseurs tranche certains différends et litiges, notamment ceux liés aux us et coutumes dont ils sont les gardiens. Le chef des chasseurs, Olori Kapataki, a les attributs d'un roi et ouvre constamment son palais au public au profit duquel il exerce son autorité.
J'entends de plus en plus vaguement les paroles de Fousseni, le regard perdu dans un ciel noir, perlé d'astres lumineux. Je sombre lentement dans un sommeil profond. Le lendemain, nous nous réveillons avant les premières lueurs rosées de l'aurore. Quelques vaches allaitent déjà leur veau, les autres paraissent encore au sol. Leurs petits leur touchent les côtes du bout du mufle en beuglant comme pour réclamer le lait qui leur est dû. Les taureaux se font discrets. Ils tournent lentement la tête par moments d'un membre du bétail à un autre. On dirait qu'ils vérifient si toute la famille s'est bien réveillée. Je m'attendris en observant 2 vaches se lécher alternativement le cou avec délicatesse. Il règne une atmosphère profondément paisible à ces premières heures de la journée. Après avoir inspecté son bétail, Fousseni m'annonce qu'une génisse va mettre bas d'un instant à l'autre. Cela pourrait différer d'une journée notre départ pour Akpaka, car il faudra laisser au tout nouveau-né le temps de pouvoir marcher. La perspective d'assister à la naissance d'un veau m'enthousiasme. Fousseni s'en aperçoit. Il me donne l'impression de jouer sur mes émotions quand il me dit que je pourrais manquer cette occasion que j'ai d'être le témoin d'un vélage. Mais il n'en est rien. Il a coutume de traire les vaches tôt le matin pour vendre du lait à certaines femmes vendeuses de fromage. Celles-ci viennent d'un hameau lointain, celui dont Fousseni m'a parlé. À leur arrivée, elles portent sur la tête de petites bassines que le pelage leur demande de me remettre, avant de me montrer rapidement le travail à faire. Il se saisit ensuite d'une corde et attache les cuisses postérieures d'une première vache de sorte à réduire sa liberté de mouvement. L'animal se laisse faire. Les doigts agiles de Fousseni s'activent sur ses mamelles. Du lait en coule par petits jets, j'en recueille dans une première bassine. Pendant que nous faisons ainsi le tour des vaches, la génisse qui est sur le point de mettre bas s'isole du troupeau. Ces terribles beuglements fendent le silence du matin. Les femmes chuchotent entre elles et sourient. « Foulani, ton bétail va s'agrandir d'une tête, dit une d'entre elles. Je me laisse distraire et du lait coule par terre. Fousseni ne m'en blâme pas. Malgré ma maladresse due au fait que je ne savais rien à la traite d'une vache avant ce matin, je parviens à m'acquitter de ma mission. Tous les récipients sont remplis de lait. Il y en a pour environ 30 litres. Je m'étonne que les vaches en donnent autant à la fois. Fousseni en prélève dans sa gourde avant d'aller vers les femmes pour se faire payer et aider chacune d'elles à poser sa bassine pleine sur sa tête. Une fois libéré de ma tâche, je m'empresse d'aller vers la génisse. Elle a déjà expulsé un veau tout petit, dont les pieds, encore fragiles, tremblotent. Son pelage blanc est humide et tacheté de sang. La jeune vache l'en débarrasse en le léchant soigneusement, après avoir mangé son placenta sous mes yeux. Une autre vache plus vieille s'approche d'elle, comme pour lui apprendre à s'occuper d'un veau nouveau-né. Quand Fousseni me rejoint un instant plus tard, j'apprends de lui que les vaches mangent ainsi le placenta de leur veau pour qu'il n'attire d'éventuels prédateurs. Après en avoir suffisamment découvert sur la naissance d'un veau, je rince mes habits dans l'étang pour les débarrasser quelque peu de la poussière de la veille. Je reste dans mon caleçon et un tricot blanc que j'ai l'habitude de porter sous ma chemise. J'ai appris à le faire en regardant mon père s'habiller. Il avait du goût et faisait l'unanimité sur son élégance. Le bétail de Fousseni s'est nourri de l'herbe de la clairière durant le reste de la journée. Lui et moi, nous nous sommes plutôt reposés, moi, beaucoup plus que lui. Le lendemain, nous entamons très tôt notre dernière journée de marche vers Akpaka. Elle est plus courte que la première et se fait sans un incident particulier. En début d'après-midi, nous traversons une agglomération où tout le monde semble connaître Fousseni. Certains lui font signe de la main, d'autres échangent avec lui des salutations chaleureuses. Le Peulge laisse son bétail paître dans la verdure qui s'étend aux abords du chemin et m'invite à le suivre dans un cabaret. À notre entrée, il n'y a plus la moindre place assise. Toutes les chaises sont occupées par des femmes et des hommes qui tiennent chacun un verre en main. Ils boivent une boisson forte que je reconnais à son odeur spécifique. C'est le sodabi, une liqueur locale obtenue au bout d'un processus de distillation du vin de palme. L'alcool fait déjà son effet dans l'organisme des consommateurs assis dont la plupart soliloquent
à voix basse, dans un langage débridé. Parmi eux, un homme qui contrôle encore assez ses esprits pour penser à nous céder un peu de place se lève, mais il retombe aussitôt lourdement sur sa chaise. Il se met alors à rire de sa propre ébriété en s'adressant à Fousseni d'une voix à peine audible. « Foulani, la vie n'est belle qu'ici bas, hein? Tu vois comme j'en profite? Fais-toi servir un verre. C'est moi-même, El Toro, qui vais payer. Tu dois être bien joyeux pour m'offrir à boire. Que le ciel te le rende aux multiples. J'en ai déjà bien plus qu'aux multiples. Je viens de toucher ma récompense pour un travail bien fait. Aucune mission n'est impossible pour moi. Moi-même, El Toro. Si quelqu'un te dérange un jour, viens me voir et nous lui réglerons son compte. » Fousseni écoute distraitement cet homme que j'ai l'impression d'avoir déjà vu auparavant. Je m'efforce de me rappeler où je l'ai connu, mais je n'y parviens pas. Fousseni boit le verre qui lui a été offert et s'en achète un deuxième. Nous restons debout, mais moi, je ne bois pas. Je repense à la vie assez simple et paisible, faite d'un régime alimentaire réduit au lait de vache et aux grillades de lièvre qui a été la mienne ces 2 derniers jours, en compagnie de mon providentiel compagnon de route. Notre halte dans le cabaret est de courte durée. En poursuivant notre marche, nous croisons d'autres personnes enthousiastes. Elles sont visiblement contentes de revoir Fousseni. Au détour d'un virage, Akpaka s'offre à notre vue. C'est un village qui s'étend au creux d'une dépression. Une colline qui la surplombe et la dense forêt qui l'enveloppe en offrent une vue pittoresque. On peut apercevoir au loin les toitures colorées des maisons. La plupart de ces toits sont rouge vif. Quand nous marchons sur la pente qui conduit au village, j'accélère le pas tant j'ai hâte d'y arriver. Je suis pressé de découvrir ce bout de terre où le destin m'envoie et dont les particularités socio-culturelles décrites par Fousseni ont davantage attisé ma curiosité.